Mais bonjour tout le monde à ceux que je n'ai pas vus depuis ce matin. Donc je me présente Pascal Cougoul, je suis technicien Cater au SATES du Tarn-et-Garonne, donc un service du conseil départemental, qui a été créé, le SATES dans les années 70, mais la mission Cater, elle, a été créée en 99 au sein du SATES, dans le cadre d'un partenariat avec l'agence de l'eau d'Our-Garonne, entre le conseil général à l'époque de Tarn-et-Garonne et l'agence de l'eau d'Our-Garonne. Donc les Cater sont des structures d'assistance technique qui ont été mises en place initialement sur Adour-Garonne. Maintenant, je pense que c'est un petit peu généralisé aussi un peu partout en France. Donc, les grandes missions que nous avons, c'est de l'accompagnement et du conseil auprès des gestionnaires de bassins versants, de l'appui technique et méthodologique des structures GEMAPI. Donc, une des grandes missions que nous avons eues ces dernières années, ça a été justement d'accompagner les collectivités à transformer les structures de bassins ou structures de rivières vers des structures qui étaient compétentes GEMAPI. D'accompagner les collectivités aussi qui n'avaient pas de structure GEMAPI sur leur territoire à se structurer. On continue encore, même si maintenant notre département commence à être bien pourvu. On anime par ailleurs le réseau départemental des techniciens agents de rivière pour faire du retour d'expérience, un petit peu de formation continue. Valoriser un petit peu les actions qui ont été faites dans les syndicats, organiser des journées de terrain pour voir un petit peu les chantiers, ce genre de choses. On a aussi un volet suivi de la qualité hydromorphologique des cours d'eau. Donc on y travaille depuis maintenant 7 ans. On a un réseau de 40 stations dans tout le département qui est censé être représentatif un petit peu des différentes situations de nos cours d'eau dans le département et pour lequel on fait un suivi hydromorpho. Donc pour déjà établir l'état de nos cours d'eau, avoir une vision à peu près précise de l'état hydromorpho de nos cours d'eau en Tarn-et-Garonne, et puis à terme aussi de pouvoir suivre leur évolution, voir si les choses s'améliorent, si elles ne s'améliorent pas, si elles se dégradent, et comprendre pourquoi, quels sont les points de blocage, si les choses n'avancent pas. Si ça s'améliore, comprendre aussi ce qui s'est passé, est-ce qu'on a de la récupération naturelle de nos milieux, ou bien est-ce qu'on doit imputer au programme pluriannuel de gestion qui sont mis en œuvre dans notre territoire. On a aussi un volet de gestion de l'inventaire départemental des zones humides. Donc moi personnellement j'ai été recruté en 2010 au SATES du Tarn-et-Garonne pour porter cet inventaire départemental. Donc c'est une mission qui m'a occupé pendant 4 ans. Pour faire cet inventaire le plus exhaustif possible. Bon, on n'y arrive jamais, mais en tout cas on a essayé d'y tendre et on continue désormais maintenant à l'enrichir et à le faire vivre. Donc cet inventaire a été mis en ligne, il est disponible, on l'a transmis bien sûr à nos différents partenaires, le Forum des marées atlantiques l'a recueilli, le SAGE également. Se pose désormais aussi la question maintenant comment le faire vivre et actualiser ces données-là qui se périment très vite. Donc on a eu un travail réalisé par un stagiaire l'an dernier qui nous a montré que sur un échantillonnage qu'il avait fait, en 10 ans, on a déjà perdu 8%, soit dégradées, soit détruites, des zones humides que nous avions inventoriées. Donc voilà, l'érosion se poursuit, comme ça a été évoqué, je crois, par toi, Christophe, tout à l'heure. On continue toujours à perdre des zones humides, malheureusement, malgré toutes les actions qui commencent à se mener dans notre département. On a aussi une action sur le suivi et l'évaluation des travaux de restauration des cours d'eau et des zones humides. Donc c'est une action qu'on essaie aussi de développer en partenariat avec les services de l'État et les partenaires financiers des syndicats GEMAPI. Parce qu'on se rend compte que maintenant on demande de plus en plus de faire de l'évaluation et du suivi des chantiers. Ces chantiers ont également vocation à se multiplier et du coup on demande une multiplication, une accumulation de suivi sur des chantiers sur du long terme. Donc c'est une charge qui devient très vite écrasante pour les techniciens. Donc voilà, nous on s'est proposé de mettre en place un réseau de suivi de chantier qui serait représentatif de ce qu'on peut faire dans le département, de le suivre finement et de permettre d'avoir un suivi plus allégé sur les chantiers qui sont réalisés actuellement. Voilà. Donc ça c'est en cours. Et on a également un volet communication, information, sensibilisation sur toutes les questions de gestion des cours d'eau et des zones humides. Voilà, pour présenter un petit peu notre activité. C'est par là. Donc on m'a demandé de vous présenter un petit peu notre activité drone au sein du SATES. Donc j'ai proposé, plutôt que de faire un simple vol d'un drone dans la nature, voir un vol droné, je pense, un drone volé, je pense que tout le monde l'a vu, il n'y a rien de particulièrement intéressant. Donc j'ai proposé plutôt d'expliquer un petit peu ce que nous avions mis en place au sein du service
et les points d'attention sur lesquels il faut avoir. Je pense que d'autres structures sont peut-être déjà équipées, ou en tout cas envisagent de le faire. Bon, vous verrez à la fin de mon intervention que je pense que c'est une très bonne idée. Les missions pour lesquelles il est utilisé. Alors chez nous, on l'utilise surtout pour faire de la cartographie de cours d'eau et des zones humides, du suivi de travaux de restauration, dans la préparation de chantier, et aussi, bien sûr, un volet communication, sensibilisation. Alors la com, la sensibilisation, enfin, la communication en tout cas, c'est pas notre métier, on n'est pas très bon là-dessus, mais le drone est quand même un super outil pour valoriser un petit peu les actions faites sur le terrain. Parce que je pense que c'est vraiment essentiel de communiquer, d'informer, de parler de ce qu'on fait. Je pense qu'on ne communique pas assez dessus, et les gens n'ont pas conscience déjà de tout ce que font les structures GEMAPI sur le territoire. Donc, acheter un drone, c'est pas le plus compliqué. Bon, il faut avoir quelques moyens, mais les prix baissent. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un certain préalable nécessaire, notamment la formation. Donc, piloter un drone dans un cadre professionnel, ça demande d'avoir un certificat d'aptitude. On ne peut pas faire voler un drone sans avoir ce brevet de télépilote drone, qui est délivré par la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Et on se rend compte que ce n'est pas un poste qui est neutre. Voilà, les formations préalables coûtent presque aussi cher que les drones. Enfin voilà, en tout cas, pour l'utiliser dans un cadre professionnel, je crois que le SMEAG, vous allez vous équiper. Donc vous y réfléchissez. Bon, je te vois sourire, mais voilà, dès le départ, il faut penser qu'au-delà du volet investissement, il y a quand même aussi un petit volet fonctionnement. Il faut prévoir de financer ce type de formation. Il y a également des procédures administratives à respecter. Alors bon, là, je vous ai fait un petit florilège, je ne suis même pas sûr que ce soit complet. Mais enfin, lorsqu'on prévoit de faire un vol et qu'on a déjà notre brevet en poche, il ne faut pas oublier d'avoir certaines pièces sur soi, soit mises en place sur un site en ligne, soit avec soi dans le petit coffret au cas où on serait contrôlé. Donc bien sûr le brevet de télépilote, mais il faut également avoir une attestation de niveau de compétence de télépilote. Ça ne joue pas sur toutes les pièces, ne me demandez pas ce qu'il y a exactement dedans, je ne me rappelle plus. Il faut une attestation d'assurance responsabilité civile, un extrait du registre des aéronefs civils, s'il faut déclarer son aéronef, c'est considéré comme un aéronef, notre drone. Une attestation de conception du drone utilisé, et une déclaration d'activité de photographie, de cinématographie aérienne, parce que quand on fait voler un drone, habituellement, c'est pour faire de la photo ou de la prise de vue. De plus, dans certaines situations, le télépilote devra également faire des demandes d'autorisation spécifiques auprès de la DGAC, notamment pour le survol de certaines zones réglementées, à proximité ou sur des zones de couloirs de vol militaire, à proximité de l'aérodrome, de zones urbanisées. Voilà, il faut savoir qu'il y a toute une liste de restrictions qu'il faut connaître, et lorsqu'on souhaite voler dans ces zones-là, il y a un régime dérogatoire, on doit faire une déclaration de vol et demander des autorisations, attendre de les avoir avant de pouvoir faire son vol. Voilà, je tenais quand même à évoquer ce point-là qui est quand même assez important. Alors l'exemple d'usage du drone au sein de la CATER, la première c'est la cartographie de zones humides d'habitat naturel. Je dirais que ce n'est pas forcément chez nous la fonction première, mais bon, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre des zones humides, donc je me devais quand même de le mettre en premier. Dans certaines circonstances, on peut être amené à faire une carte simplifiée des habitats naturels. Et à ce moment-là, le survol drone, notamment pour des milieux de grande superficie, peut s'avérer très intéressant. Donc, en tout cas, nous, comme on l'utilise, avec nos faibles compétences, on n'a pas beaucoup de post-traitement, on ne travaille pas sur des choses très compliquées. C'est vraiment allié du terrain avec le survol drone. Donc en fait, comment on procède sur le terrain? En fait, on intervient par placette. Donc on caractérise un habitat qui est bien marqué sur le terrain. Sur la placette, on fait une lecture des habitats, et ensuite, lorsqu'on revient, on prend un point GPS, et lorsqu'on revient sur le terrain, on affecte, en redessinant les patatoïdes. Alors on m'a dit que le laser ne marchait pas très bien, mais non, effectivement, il ne marche pas très bien. Vous le voyez, ou moi je ne le vois pas. Bon, ok. Donc en fait, lorsqu'on revient, on regarde où est le point avec la donnée qui est associée, et on peut répertorier, propager la placette sur le patatoïde. Donc en fait, vous avez au milieu, moi je vous montre sur mon écran, c'est très utile. Vous voyez ici, en fait, si c'est un boisement, une zone boisée, je ne sais plus, qui a été caractérisé, on aurait vu à quelconque, mais en fait, il est issu du détourage de la zone ici. Voilà. Donc en tout cas, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur la définition d'un
d'un zonage, d'habitat naturel, et pour mettre en place un plan de gestion simplifié, c'est largement suffisant. Voilà. Donc ça, c'est une des premières utilisations que l'on en fait. Autre exemple d'usage de drone, bon là on n'est pas vraiment sur la question des zones humides, mais bon, on n'est jamais très loin parce qu'en Tarn-et-Garonne, les zones humides ne sont jamais très loin du cours d'eau ou du petit ruisseau. Donc, et lorsqu'on souhaite restaurer une zone humide, en tout cas dans sa fonctionnalité, souvent il faut commencer à intervenir sur le ruisseau parce qu'il est souvent incisé, il est souvent endigué, voilà. Donc les atteintes à la zone humide sont souvent issues du cours d'eau, donc voilà, je vous parle du cours d'eau, mais je ne suis pas très loin non plus de la thématique du jour. Donc là, c'est dans notre cadre, notre réseau Hydrome, donc qui est notre réseau de suivi de la qualité hydromorphologique des cours d'eau. On couple les levées topo sur le terrain à moyen d'un niveau laser avec un survol drone de la zone pour avoir un orthophotoplan. Donc ce que je mettrai en œuvre tout à l'heure pour ceux qui viendront sur le site du pont de Bioul. Donc, ce qui nous permet en fait de repositionner précisément dans l'espace les transects. En fait, on n'a plus besoin de travailler par point GPS, qui était souvent imprécis parce qu'on n'a pas suffisamment de couverture. Lorsqu'on est sur le couvert forestier, c'est compliqué aussi d'avoir une précision des points. On n'avait pas forcément non plus la possibilité de vérifier de la précision des relevés GPS et des limites transects. Donc c'est mon collègue, c'est Emmanuel qui a développé ce protocole. Donc en fait on positionne au sol des mires, des repères visuels pour les limites transects. Ici, on ne le voit pas, mais on a des repères visuels qui nous permettent de localiser les limites des transects, donc et de les repositionner précisément. Et ensuite, ce qui nous permet de redessiner, donc soit on voit le lit, le miroir d'eau, avec le drone, c'est pour ça qu'on intervient beaucoup l'hiver pour faire ces levées topo. Donc on le redessine, ça nous permet de redessiner le lit précisément. Soit lorsqu'on ne le voit pas, les transects nous permettent de le recaler assez précisément d'un transect à l'autre. Voilà. Donc là aussi, ça nous a énormément facilité la vie dans la restitution des données terrain. On a gagné en précision et en qualité et en temps de travail, quoi. Là, je vous ai mis le rendu de cette station-là, mais on a des stations qui étaient faites, celles-là, les deux ont été faites ici. Il faut que j'arrête de monter l'écran. Ici, c'était le premier passage, ici, c'est le second. Bon, on a aussi cartographié les faciès d'écoulement, les habitats, la granulo. Mais si j'avais pris une autre station qu'on avait fait avant d'avoir le drone lors du premier passage, vous auriez vu la différence de précision sur la définition du lit, qui était importante. Pourquoi c'est intéressant? En fait, d'avoir une précision, les investissements, les interventions que l'on réalise dans le lit des cours d'eau sont souvent des interventions minimes. Et si on ne se donne pas l'outil suffisamment précis, si on ne se dote pas de l'utilisation d'un outil suffisamment précis pour mesurer cette évolution, on ne voit rien. Et c'est un petit peu tout notre cheval de bataille au niveau départemental, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de quantifier vraiment les actions que l'on réalise sur le terrain. Voilà. Donc ici, on a pu juger vraiment de l'évolution des faciès, de la diversification ou pas. On a des stations qui ne bougent pas de 105 ans, d'autres qui bougent alors qu'on n'a pas fait de travaux, c'est plutôt encourageant lorsque ça va dans le bon sens, et d'autres qui, malgré certains travaux, restent dans à peu près le même état hydromorpho, ce qui nous permet de revoir la typologie de travaux qui sont réalisés. Donc voilà, une utilisation qui est, pour nous, qui est centrale. On fait 8 stations par an, c'est un jour de terrain pour chaque station, 3 jours d'exploitation de la donnée derrière. On a énormément gagné en temps sur le terrain et en bureau depuis que nous avons le drone. Donc un usage du drone aussi, c'est plutôt pour de la communication, ou en tout cas pour mieux faire comprendre les travaux tels qu'on les envisage, ou faire de la restitution de travaux. C'est la modélisation 3D. Donc c'est intéressant, ça peut être super intéressant lorsqu'on a des données couplées avec un modèle numérique de terrain, sur ce qu'on peut faire du mappage. Mais néanmoins, on commence à avoir des outils maintenant qui permettent même de faire du cubage. On peut cuber un creux, ou bien même cuber un volume, enfin quelque chose qui est en positif dans le paysage, notamment un merlon, s'il n'est pas végétalisé. Avec ces techniques-là, maintenant, on peut arriver à le quantifier et donc avoir des volumes niveau APS, voire APD, pour faire les travaux.
On l'utilise aussi pour faire du suivi. Là, dans le cadre de cette action-là, c'est après restauration d'un bras mort sur la Garonne, à l'Espinassier, où nous avons restitué tous les matériaux nobles de l'opération de création du bras mort. On les a restitués à la Garonne, donc on a 6000 m3 de graves qui ont été réinjectés dans le lit de la Garonne. Et avec le drone, on fait un suivi dans le temps. Annuellement, on repasse sur la même station pour voir la migration du banc alluvial qui a été déposé ici initialement. On peut voir en après déjà toute la partie qui a été remobilisée par la Garonne, avec ici l'îlot qui s'est créé en bord de cette partie-là. Je suis repassé sur cet endroit-là il y a quelques semaines. Le survol qu'on va refaire cet été montrera que le banc a quasiment disparu maintenant. Ce sera l'occasion de voir comment se propagent ces matériaux-là dans le lit de la Garonne. Voilà, donc là aussi un usage qui peut être fait grâce au drone. Ouais, voilà, ça c'était en fait la diapo qui vous illustre. Là c'est la zone de dépôt avant travaux. Cette zone de dépôt juste après le chantier. Donc là on a 6000 m3 de graves qui ont été déposés, 3000 m² sur 2 mètres de hauteur environ. Et ici à la fin du premier hiver. Donc là c'était en 2021. 2022. Oui non, je dis bêtise. Là c'est quelques semaines après les travaux. Et là, c'était à l'automne 2021. Depuis, on a eu aussi la crue de janvier qui est passée et qui a emporté quasiment tout ce qui reste. On verra où ça s'est déposé. Un autre exemple d'usage du drone, c'est le récollement de travaux. Là, on se trouve dans le cadre des actions qu'on porte en partenariat avec les syndicats de rivières, à savoir le suivi des travaux de restauration hydromorphologique. On est sur un site sur la vallée de la Leyre. La Leyre étant un affluent de l'Aveyron, rive droite, du côté de Caussade, pour ceux qui ne connaissent pas trop le département. Voilà, c'est une rivière qui a souffert de multiples travaux de redressement, rectification, endiguement, curage, j'en passe des meilleurs, depuis l'après-guerre. Donc un certain niveau de corsetage, un lit qui ne bouge plus, des zones de confluence entre les ruisseaux où il ne se passe rien, mais avec la chance d'avoir par endroits des zones sans usage. Là en plus on est à proximité de l'autoroute, donc sur l'emprise des ASF. Donc on avait la possibilité de mettre en place une zone de divagation de la rivière au niveau de la confluence. Donc on a négocié avec les techniciens du cours d'eau et les ASF la possibilité de mettre en œuvre ces travaux-là. Et en fait les travaux ont consisté en terrassement, une évacuation de 3000 m3 de matériaux pour retrouver une zone de divagation du cours d'eau à la zone de confluence. Voilà, bon, à la limite peu importe les types de travaux. Ici, on a juste accompagné les techniciens, on a fait l'état avant travaux, donc on a fait les levées topo selon le même protocole que Hydrome que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui a permis de monter le dossier d'autorisation des travaux. Et derrière, nécessité de faire un récollement travaux, puis plus tard de suivi à 2-3 ans après travaux, donc ce sera fait ultérieurement. Mais suite après à récollement des travaux, on a pu repasser au même endroit, repositionner les transects au même endroit grâce au levé drone précédent et juger de la conformité des travaux par rapport au schéma qui avait été donné au service de police de l'eau. Un autre exemple de suivi de travaux, ici c'est du reméandrage d'un ruisseau sur un terrain agricole qui n'a plus de vocation agricole. Donc obturation du lit rectifié et incisé, bouchage des drains enterrés qui étaient sur la parcelle et reméandrage du cours d'eau, donc on le voit assez bien sur la photo. Donc ces travaux-là ont donné lieu à une petite vidéo qui a été ensuite donnée au maître d'ouvrage et qu'il a pu présenter aussi à ses élus. C'est pas toujours facile de faire venir les élus sur chantier, pas toujours le temps, pas toujours la volonté même d'aller sur le terrain. Donc là, c'est aussi une façon de montrer ce que fait le syndicat à ses élus et puis aussi au plus large public, parce que c'est un support qui peut être utilisé soit dans des manifestations quelconques, ça peut être mis sur le site internet du syndicat ou transmis lors de manifestations publiques. Voilà. Donc je le disais, pour moi la communication c'est essentiel.
On a des syndicats qui font énormément de choses, mais ce n'est pas suffisamment connu du grand public, des riverains, des élus. Voilà, si on a besoin d'avoir, pour multiplier ce type d'action-là, on a besoin d'avoir un soutien aussi de tout le monde et de montrer que ces actions-là ont un intérêt, sont bénéfiques, ne gênent pas non plus l'activité agricole, parce qu'on est quand même sur les territoires ruraux, on le voit, on est autour de zones agricoles. Les travaux se font toujours après négociation avec les riverains et les propriétaires, donc rien n'est jamais imposé. Mais on a besoin de montrer que justement c'est faisable pour donner l'envie de franchir le pas et de multiplier ce type d'actions qui permettront, là, comme on parlait depuis ce matin, d'avoir des bassins plus résilients, qui résistent mieux aux sécheresses et qui permettent aussi de garder de l'eau dans le sol. Voilà. Les zones humides, c'est une chose. Elles conservent beaucoup d'eau sur leur territoire, mais elles représentent peu de superficie. Travailler aussi sur les terrains agricoles, là, bon, je sors un peu de mon domaine, mais c'est à mon sens quand même essentiel, quoi. Si on veut avoir une agriculture qui continue à vivre dans le futur, il faudra aussi qu'on retrouve du carbone dans le sol et qu'elle soit en capacité de conserver l'eau dans le sol. Voilà, ça n'a rien à voir avec le drone. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps. S'il y a des questions, s'il y a des questions sur l'utilisation du drone par le département et plus généralement sur la politique zone humide mise en place sur le département. Oui, Thomas. Oui, en complément de ce que tu viens de présenter, Pascal, il y a aussi d'autres utilisations qui peuvent être faites du drone, toujours dans le cadre de la gestion, restauration de zones humides. C'est plus sur le côté peut-être suivi d'espèces. C'est peut-être aussi un outil efficace de pouvoir suivre certaines espèces qui sont dans des secteurs peu accessibles ou sur des secteurs où on ne souhaite pas avoir de dérangement. Et le drone, malgré ce qu'on peut penser, pour certaines espèces, peut nous permettre d'avoir un outil quand même très efficace et qui permet pour certaines espèces, comme pour par exemple tout ce qui est héron aradéidé, ou sur d'autres espèces comme on l'a testé dans le Gers pour la cistude, donc une tortue, c'est de pouvoir avoir des taux de détection qui sont beaucoup plus élevés qu'avec les méthodes classiques. Donc là aussi, je pense qu'il y a tout un champ de développement de protocoles. On voit qu'aujourd'hui, le drone nous permet, par exemple, sur les tests qu'on a pu réaliser sur les héronnières, d'avoir un tiers de plus d'effectifs sur les héronnières comparé à une méthode classique. Donc c'est quand même loin d'être négligeable et on se rend compte qu'il y a vraiment une marge de manœuvre et que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être développer malgré toutes les réticences qu'on peut avoir par rapport au dérangement. Et si je peux rassurer, le drone dérange assez peu malgré tout certaines espèces comme les hérons ou les tortues, où on arrive à s'approcher assez proche pour pouvoir avoir des images pour déterminer des espèces qui sont quand même très précises. Il y a uniquement, par exemple, au bord de Garonne, les milans noirs qui n'aiment pas les drones et qui les attaquent. Mais mis à part ça, on arrive à avoir des protocoles qui sont non invasifs pour la faune. Ouais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai simplement évoqué les applications que nous avions en interne. Il y en a d'autres. Hein. On aurait pu parler aussi des données LIDAR, puisqu'on a maintenant des drones qui peuvent être équipés de lasers qui permettent de passer à travers la végétation, d'aller même dans les premières couches du sol ou dans les premiers centimètres de l'eau pour faire de la topographie de précision. Enfin, j'ai vu des retours d'expérience qui sont super, quoi. Bon, nous, on n'en est pas là. Mais effectivement, il y a énormément d'applications. Je pense que c'est un outil vraiment qui est appelé à se développer. Hein. Alors, on peut le regretter peut-être, mais en tout cas, c'est clair qu'il faut l'encadrer. Nous, dans le cadre professionnel, je pense qu'il ne faut pas encourager à faire n'importe quoi, hein, parce qu'on a quand même un cadre réglementaire à respecter. Mais par contre, bien utiliser cet outil-là est quand même assez extraordinaire, quoi. Et j'en profite pour... Voilà. J'en profite pour avoir la parole. Pascal, tu as affiché et faire un peu de pub là, sur le chantier participatif sur Boret. Voilà, j'en profite que tu l'as affiché pour faire un peu de publicité. Dans le 11 juin, on fait un chantier d'arrachage sur un site qu'a restauré le département. Donc, si, c'était pas voulu. Pardon ? C'était pas voulu, mais bon. Oui, mais bon, voilà, j'en profite, c'est affiché. Donc, vous êtes tous conviés à venir nous aider à faire de l'arrachage de Jussy.
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Effectivement, c'est un outil du futur, mais qui est déjà bien existant. Et après, sur les données LIDAR, les relevés topographiques, dès qu'on change de modèle de drone, ça commence à coûter un peu cher à l'achat. Mais on peut imaginer que ces prix-là vont devenir plus abordables dans le futur. Bon. Vous avez aussi les prestataires qui peuvent faire des choses. Oui, monsieur Mike. Oui, alors merci Pascal pour ta présentation. J'aimerais revenir sur la bancarisation des données sur les zones humides. Donc le travail que vous avez fait, le conseil départemental, il nous sert à tous. La couche qui a été établie sur l'aspect floristique est une excellente base de travail. On a donc à notre portée régulièrement des nouvelles zones humides qui nous sont apportées par les différentes études en amont sur différents projets, notamment des nouvelles zones pédologiques qui n'avaient pas été identifiées, des fois des zones floristiques qui sont remises en cause. On a vu le pas de temps des 10 ans, soit parce que, donc, tu l'as cité, il y en a un certain nombre qui ont disparu du fait de travaux. Il y en a d'autres, ils estiment que le milieu a évolué, ils ne retrouvent plus la flore caractéristique lors de l'inventaire qui est fait par le bureau d'études. Donc ça m'amène à dire que pour le moment, on n'arrive pas dans le département encore à avancer sur une bancarisation, sur qui doit faire, comment on fait pour aller centraliser toutes les données. J'aimerais savoir du coup dans les autres départements, quelle est la structure qui s'organise, qui organise cette collecte de données? Là, c'est l'initiative du conseil départemental, mais après, est-ce que c'est en effet à vous? Moi, je veux bien vous envoyer toutes les données que l'on a nouvelles, mais est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher? Ça fait plusieurs fois qu'on aborde la question, et pour le moment, je trouve qu'on n'a pas encore assez avancé, et on a de la donnée, nous, qui se perd vraiment à notre niveau, qui nous est communiquée, qui se perd du fait de ne pas savoir à qui la transmettre correctement. Alors, je ne sais pas si on est légitime ou pas à bancariser. Nous, c'est vrai qu'on a mis en place cette base de données départementale. Donc voilà, bon tact. Mais je tiens à préciser, on a passé souvent une convention de partenariat lorsqu'on diffuse aussi l'inventaire. Il est libre de droit, mais on a fait le choix quand même de mettre en place une convention pour expliquer un petit peu quand même quelles étaient les limites de cet inventaire-là, et puis aussi pour expliquer dans quel cadre on peut l'utiliser, et de mettre aussi une réciprocité. Voilà. Donc lorsqu'on diffuse l'inventaire, on demande aussi à tous ceux qui le demandent, cet inventaire-là, en retour, lorsqu'ils voient passer une zone humide qui n'est pas dans cet inventaire, de nous le signaler, de nous la faire remonter, qu'on puisse la rentrer. Voilà. Après, ça peut être envoyé aussi au SMEAC, ça peut être envoyé au Forum du Mar Atlantique. Voilà, je sais qu'au niveau national, le forum est, je pense, maintenant est devenu un petit peu comme l'interlocuteur reconnu. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi, en tout cas, veiller à l'envoyer au forum. Moi, personnellement, je suis preneur aussi de ces données-là, puisqu'on nous demande souvent de faire le porter à connaissance. On se retourne souvent vers l'inventaire départemental pour faire ce porter à connaissance. Donc, si on a de la donnée qui est la plus à jour possible, on sera aussi le plus efficace. Plus efficace lorsqu'on fait ce porte à connaissance. Ouais, pour compléter, effectivement, c'est le Forum des Marais Atlantiques, notamment que cette mission pour l'agence de l'eau au niveau de Dour-Garonne, c'est de capitaliser l'ensemble des données zones humides à l'échelle de Dour-Garonne. Donc ça, c'est fait de manière entre guillemets automatique du fait des dossiers subventionnés par l'agence où les porteurs de projets ont obligation de transmettre les données cartographiées zones humides découvertes, les nouvelles découvertes dans le cadre de ces études. Et après se pose la question effectivement de tout ce qui est dossier réglementaire qui passe par les DDT non financés par l'agence, qui ne passe pas automatiquement par, effectivement, n'est pas forcément bancarisé. D'où l'intérêt notamment dans les dossiers d'autorisation, il me semble, au moins les dossiers d'autorisation au niveau des DDT, avec l'obligation aux pétitionnaires de renseigner ces données zones humides dans les outils. Il y a une plateforme, un nom qui a été... C'est Gun, ouais, non. GOMC, voilà ça. Non, c'est autre chose. Pour la compensation. Ouais. Ouais. Donc là, il y a d'autres outils normalement dédiés au bureau d'études pour téléverser toutes les données naturalistes. Mais les données zones humides, pour le moment, ce n'était pas inclus. Oui. Donc c'est peut-être nous à trouver... Voilà. Moi, j'avais compris que pour les dossiers d'autorisation, c'est devenu plus ou moins obligatoire pour les porteurs de projets et bureaux d'études de déposer ces données zones humides sur cette plateforme. Bon, a priori non, ça va peut-être dépendre des départements. Je ne sais pas s'il y a d'autres DDT peut-être ici présentes qui peuvent témoigner. Après, nous, ce qu'on fait, et je l'ai déjà dit ce matin, sur tout ce qui est dossier d'autorisation et de déclaration qu'on voit passer avec des zones humides non identifiées dans le cadre du SAGE et donc potentiellement non identifiées dans les inventaires départementaux,
c'est de nous transmettre les données. Donc on envoie notre demande au service de l'État pour qu'ils nous transmettent ces données-là. Après, c'est fait ou c'est pas fait, mais voilà, l'idée, nous, c'est qu'on bancarise ces données-là et qu'on les transmette au Forum des marées atlantiques, qui au final sera la base de référence à l'échelle Adour-Garonne. En attendant potentiellement la mise en place d'une future base nationale zone humide. Oui, Thomas. Juste un autre peut-être témoignage sur le département du Tarn. Ils ont mis en place un pôle départemental des zones humides. Et dans le cadre de ce pôle départemental, il y a un outil cartographique qui permet, avec un accès restreint, de pouvoir saisir directement des zones humides qu'on a constatées sur le terrain et qui n'existent pas dans l'inventaire départemental. Donc c'est sûr que c'est pas une bancarisation avec le niveau réglementaire, mais en tout cas c'est déjà un premier niveau d'information supplémentaire avec voilà, un accès restreint aux partenaires du pôle départemental, mais en tout cas voilà, ça permet quand même de pouvoir alimenter au fil de l'eau cet inventaire départemental. Oui, après, ce qui est dommage, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de zones humides non identifiées qui passent dans les dossiers réglementaires. On sait que les bureaux d'études ont la donnée cartographique et qu'elles ne sont pas capitalisées, quoi. C'est regrettable. Donc, voilà, l'objectif, nous, du SAGE, c'est aussi d'essayer auprès des services de l'État de demander aux pétitionnaires de nous transmettre les données cartographiques. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait plus ou moins systématiquement maintenant. Donc, l'idée, c'est que les services de l'État puissent demander aux pétitionnaires derrière. Donc, c'est à nous, au niveau du SAGE aussi, au niveau de la concertation avec les différents départements, pour tenter de récupérer ces données et s'assurer de leur capitalisation.